Bonjour Daniel Huillier, vous Bonjour. êtes l'un des derniers résistants du Vercors encore en vie. C'est votre père Victor qui a fondé le premier maquis du Vercors. Vous avez décidé de rejoindre la résistance Oh à l'âge de ben, 15 ans. non, mais moi j'étais bercé là-dedans, à l'âge de 12 ans avec mon père. Quand les Allemands venaient de l'arrêter, j'ai dit, papa, tu restes là, les Boches sont là-bas. J'avais encore jamais vu un Allemand, hein. J'ai dit les Boches parce que ça pouvait ou la résistance, ou la milice, ou des trucs comme ça. J'ai dit les Boches. Là, je lui ai sauvé la vie parce qu'il aurait été pris, il aurait été minimum déporté. Minimum. Mhm. Là, je lui ai sauvé la vie complète, là, c'est sûr, ça. Le Vercors a été le premier maquis de France, hein. Mhm. Parce qu'en 40 en 41, mon père, avec des amis, avait acheté la propriété, le domaine d'Ambel, avec 1500 ou 1600 hectares. Puis, Mhm. on s'est battu pour notre pays, c'est tout, hein, pour défendre la France. Et comment se passait la vie à Grenoble sous l'occupation italienne puis allemande? Au bas avec les Italiens, c'était de la rigolade, hein. Pas les Allemands, c'était autre chose, hein. Et j'allais de temps en temps voir mes grands-parents, leur porter du ravitaillement. Et le 14 août 44, je suis passé, là, les gars venaient juste d'être tués, fusillés. Et je savais pas qui c'était mes copains. J'avais deux copains qui jouaient au hockey avec moi, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, parce que je jouais, à 15 ans, je jouais dans l'équipe première. Et puis j'avais un cousin aussi qui était tué là. Mais je savais pas. Quand j'ai vu ces gars-là, je me suis pas arrêté, hein. J'ai dit, Mhm. tiens, là, qu'est-ce qui s'est... Je l'ai appris que quand je suis arrivé à Villard-de-Lans. Le- D'accord. donc, le 23 ou le 24 août, je ne me rappelle plus, j'ai appris à Villars que c'était des gars de Villars qui avaient été tués. Voilà. Mais ces atrocités, c'est-à-dire voir des personnes décédées dans la rue, c'était quelque chose de courant pour l'époque. Ah ben ouais, Vous viviez avec ça. ben ouais, il y avait des fusillades de temps en temps, hein, dans Grenoble, entre les résistants et les Allemands, hein. Mhm. Voilà. Et est-ce que vous aviez peur? Non, non, je sais pas. Parce si on a peur, on est foutu. Mhm. Bon, on est un peu téméraire, hein, je pense. Et quand vous étiez à Grenoble, est-ce que vous croisiez souvent des patrouilles d'officiers allemands Oh ben, déambulant dans les rues? bon, ouais, on voyait les Allemands, on ne les fréquentait pas, hein. Pendant tout ce temps de la guerre, vous continuiez à aller à l'école? Ouais, oui, moi j'étais à Visil. D'accord. Et toutes les 15 jours, je rentrais à Villard-de-Lans. Ben, je savais ce qui se passait, quoi, puisque les réunions, c'était chez ma tante et mon oncle Émile. Bon, je savais un peu tout ce qui se passait, quoi. Et donc, malgré votre âge, vous compreniez ce qui se passait en France. Ben, il faut croire que je le comprenais. Et quelle image est-ce que vous aviez de Philippe Pétain? Oh, ben, c'est une saloperie. Et on vous en parlait à l'école de lui? Ah ben, il fallait qu'on présente le drapeau pour Pétain. Ça n'a rien à voir. Mais le directeur que j'avais à Visil s'appelait Hulin, oui. Était ancien combattant, était officier de réserve, Mhm. il était pétiniste. Et quand il y a eu la rafle à Visil, j'étais là, il m'a dit, cache tes cahiers, toi, hein. J'avais une fausse pièce d'identité. Il le savait, hein. Mhm. Et tous les hommes 15, de 15 ans devaient se rendre au château de Visil D'accord. j'en avais déporté une cinquantaine, centaine, je sais pas combien. Donc, vous avez échappé à cette rafle. Ben oui, parce que le directeur a dit, vous restez là, hein. Et vous aviez des tickets de rationnement aussi, j'imagine, pendant la période de la guerre? Ah ben oui, oui, bon. Ah, moi j'étais en classe à visite, on crevait de faim, hein. Heureusement, j'avais des tickets de la résistance piqués dans les mairies, et j'avais ça, donc j'avais s'il fallait. J'échangeais même des tickets de pain, de rationnement, contre des cigarettes. C'est là que j'ai commencé à beaucoup, parce que j'ai commencé à 8 ans. Et le gars qui a fait fumer ma première cigarette, il a été fusillé en 44 avec un cousin germain de mon père.
C'était une sympa époque, ça. Hein. Mais je suis passé à travers. Quelques jours avant la libération, votre oncle Paul a été tué par un SS Oui, oui. à Grenoble. Devant moi, à 1 h du matin, j'entends un coup de feu. Je vois un gars qui sort en se tenant la tête. Puis ils sont sortis avec les mitraillettes. Il a basculé, il est tombé sur le dos. J'ai vu sa tête, et comme il se ressemblait avec mon père, je croyais que c'était mon père. Et est-ce que vous vous rappelez de l'appel du général de Gaulle? Vous en avez entendu parler? Bien sûr. Oh ben on l'a pas. Sur le moment? On l'a su parce que ceux qui l'ont entendu directement, il y a très peu. Hein. Je suis pas des bouche à oreille, ça s'est su, et puis on l'a su fin juillet, tout le monde, enfin une grande partie des Français qui s'occupaient de ce qui se passait étaient au courant, fin juillet, début août 1944. Hein. Bon, je sais pas à quelle époque je l'ai appris, mais assez tôt, puisque mon père avait dû m'en parler. Et est-ce que vous vous rappelez du moment où la France a capitulé? Ah ben oui. On n'était pas préparés. Mais on a en face de dos un fou. Hitler, on a entendu ses discours. C'est terrible. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que Paris était ville ouverte, que les Allemands y étaient entrés? On avait le cœur meurtri. Hein. C'était un peu la désespérance. Je dis comment on va sortir de là? Heureusement qu'il y a eu l'appel du 18 juin de Gaulle qui a réveillé les consciences. Et votre père, il vous a toujours protégé? Il avait refusé, par exemple, que vous preniez des armes Mais malgré ça, je ne l'ai pas écouté. Quelques jours avant la dislocation du Vercors, il y avait distribution d'armes à tout le monde. Mais j'étais un type quand même. Avant d'agir, je réfléchissais. Alors j'avais pris une mitraillette qui était dans un sac en jute, et puis une boîte de balles. Je sais pas, peut-être 1000 cartouches, j'en sais rien. Alors je suis allé la nettoyer, dégraisser. Puis je dis, si tu l'as mal monté, que ça te pète dans la figure. Et la mitraillette, je l'ai rentrée sans que mon père... elle est restée sous le lit. Il ne savait pas que j'avais une mitraillette. Là, c'était une époque... Mais j'étais pas à 20 ans en guerre, je réfléchissais. Bon, si je fais tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais un équilibre, je pense, je me donne peut-être des gants. Mais enfin, elle peut d'instruction et faire ce que j'ai fait, ça, c'est... Parce que j'ai pas vu la libération, je suis parti le matin, et les Américains et les Français n'étaient pas encore là. Et qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de cette libération de Grenoble? Oh ben c'était une joie au cœur. Hein. C'était formidable. On avait tellement vu des atrocités, tout ce qu'on avait vu, les atrocités que les Allemands avaient fait, c'était... Quel sentiment gardez-vous du 8 mai 1945 quand vous avez appris la fin de la Seconde Guerre mondiale? On dansait tous les jours, malgré les morts qu'il y avait. Il y avait des balles dans tous les quartiers de Grenoble. Hein. Malheureusement, hein, tous ceux qui ont laissé leur peau, hein. Moi j'ai 2 oncles, donc celui qui était tué devant moi, l'autre qui était déporté, qui n'est pas arrivé en Allemagne, ils sont morts 600 entre la France et l'Allemagne, 600 dans les wagons, en plein mois d'août 1944. Ouais. À l'époque, est-ce que vous entendiez parler des camps de concentration? Non. Alors, déportés. On ne savait pas ce qui se passait là-bas dedans. Mais les pauvres gens qui sont allés, moi j'ai des cousins qui y sont allés, c'est terrible. Les gars, ils revenaient, ils faisaient 35 kilos, 40 kilos maxi. C'était... Et puis il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Hein. Quand vous êtes mal nourri et traité comme
comme des chiens. Hein. Ceux qui sont sortis de là-dedans, c'est dur. Ça va être terrible parce que vous avez quand même vu des choses difficiles pour un enfant de 15 ans. Ben oui, quand on voit tomber des gens à côté de vous, là, on a échappé à beaucoup de choses, mais bon, ben, c'est comme ça. C'était pas le jour. Et aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur l'actualité? Je pense au retour de la guerre de grande intensité sur le continent européen. Ouais, Qu'est-ce que ça vous fait? c'est un drame. On est des lâches par rapport à l'Ukraine. On ne fait pas assez pour eux, parce qu'ils sont en train de se sacrifier pour nous. Les Américains n'auraient donné que les armes. Ils auraient foutu les Russes dehors de chez eux. C'est une honte ce qui se passe, une honte. Mmh. Le Trump, il est malade, et l'autre, alors, il est complètement fou, Poutine. Mmh. C'est dangereux, ça, c'est petit con. Est-ce que vous trouvez qu'on apprend assez de l'histoire? Ben, vous savez, les gens qui nous dirigent n'ont rien connu de toute cette période. Mmh. Tous, les Trump, tout ça, ils étaient à peine nés ou pas nés. Mmh. S'ils avaient connu la guerre, ils n'agiraient pas comme ça. Parce que le Poutine, il est cinglé, ce type-là. L'Europe, elle est tellement démunie, hein, avec plus d'armée, plus rien du tout. Mmh. Pour vous, c'était quelque chose de positif, la réconciliation entre la France et l'Allemagne? Ben ouais. Mais c'est très bien. Hein. Je suis concessionnaire Mercedes, je ne veux pas dire le contraire. Je travaillais avec eux. Et je peux vous assurer, au début, j'étais concessionnaire, ça doit être dans les années 60. Je me rappelle d'être allé dans une boîte en Allemagne à l'époque. Ben, les gars, ils nous regardaient de travers, hein, les Français. 60. Non, mais je pense que les Allemands qui n'ont pas connu la guerre ont complètement changé. Ils ont vu que Hitler, c'était une saloperie. Enfin, je pense. Hein. En 2017, vous avez été décoré de la Légion d'honneur? Moi, j'ai eu chevalier d'abord et officier. J'ai la médaille d'or de la jeunesse et des sports aussi. Mmh. Puis combattant de moins de 18 ans. Voilà. Et ça vous a touché de recevoir ces distinctions? Oh, bien sûr. Enfin bon, ça ramène pas les autres. Hein. Mmh. Et il y a beaucoup de jeunes qui regardent notre chaîne. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à la jeunesse? Qu'est-ce que vous leur Ben, diriez? de réfléchir avant d'agir. D'avoir les pieds sur terre mais c'est difficile pour un jeune de comprendre. Les gosses qui ont 12, 13 ans, 14 ans aujourd'hui. S'ils sont pas dans une famille qui leur explique, et puis les parents, ils ont pas connu ça, les grands-parents, Mmh. même pas, Et vous avez 97 ans. passé, Vous avez un secret de longévité? je sais pas. Je pense que c'est dans les gènes, un peu, surtout dans les gènes, Mmh. la conduite de la vie. J'ai pris des cuites, mais je pense que c'est nécessaire quand on est jeune, ça stimule le corps, mais j'ai jamais bu. J'ai toujours bu de l'eau en mangeant. Bien sûr que j'avais des bons vins, hein, quand Mmh. j'invitais du monde, mais j'ai jamais bu pour le plaisir de boire. À part les cuites que j'ai pris, j'en ai pris quelques-unes, des fois 2 jours de suite. Hein. Mais après, c'était l'eau. Hein. Et vous y pensez souvent, encore aujourd'hui, à la guerre? Non, non, ça s'est évaporé. Hein. Mais enfin, c'est des souvenirs qui sont inoubliables. Mmh. Hein. Vous avez quand même côtoyé la mort de près. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur de la mort ou pas? Bon, ben, je vais y arriver. Hein. Souvent, je pense, je dis, mais comment ça va se finir, ça?
J'ai la tête qui marche à peu près encore. Mhm. Moi, le reste, je marche, j'ai aucune douleur. Vous n'avez pas de regrets? Bon, je sais pas, ça aurait été difficilement de faire mieux que ce que j'ai fait, là, sans avoir fait d'études. Et des fois, je dis, mais comment as-tu pu faire tout ça?